Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième partie du MOOC consacrée à l'hydrocraquage. Dans les deux premières parties, on a resitué l'hydrocraqueur dans la raffinerie et on a parlé de la qualité des charges. Intéressons-nous donc maintenant logiquement au procédé. Le procédé d'hydrocraquage, comme son nom l'indique, fait intervenir de l'hydrogène et un catalyseur. Pour que les réactions de craquage aient lieu, il faut la présence simultanée d'hydrogène, de pression, de température et d'un catalyseur de craquage. Mais ce catalyseur de craquage ne supporte ni les métaux, ni les asphaltènes, ni l'azote. Donc il faut une section de pré-traitement dont le but est d'enlever tous ces poisons. Et les réactions chimiques mises en œuvre dans cette section de pré-traitement nécessitent des conditions opératoires assez proches de celles du craquage. On aura donc logiquement un enchaînement de deux sections catalytiques. Une section de pré-traitement sur un catalyseur, spécialement prévu à cet effet, qui fonctionnera classiquement à 150 bars et entre 370 et 400 degrés C, qui s'enchaînera avec une section de craquage qui fonctionnera dans les mêmes conditions de température et de pression, mais cette fois-ci sur un catalyseur de craquage. Je vous propose donc logiquement de commencer la description du procédé. La charge VGO classique produite dans la distillation sous vide a été stockée dans un bac à une température de l'ordre de 70 degrés C. En effet, un VGO a un point de solidification aux alentours des 50 degrés C. Donc, pour éviter qu'il ne se solidifie, on maintient le bac de stockage à une température proche des 70 degrés C. Ah, j'entends dans l'oreillette que certains ont du mal à croire que le VGO fige à température ambiante. Dans ce cas, je vous propose un duplex depuis les laboratoires de Refining is Exciting. Bonjour, je viens justement de recevoir un prélèvement de VGO et voyez comment il est solide à température ambiante. Et voilà, à vous Refining is Exciting pour la suite du MOOC sur l'hydrocraqueur. Merci beaucoup pour ces précisions et maintenant nous pouvons revenir au procédé. Ce VGO est ensuite repris dans une pompe de charge qui amène le VGO à une pression classique de l'ordre de la dizaine de bars. Puis, le VGO est typiquement monté en température jusqu'à environ 200 degrés C. Comme on l'a fait dans le MOOC sur le FCC, on peut faire un bilan chaleur pour estimer la quantité de calories nécessaires pour ce faire. Comme pour le FCC, on va s'intéresser à une unité qui traiterait 150 tonnes par heure de charge VGO. Entre 70 et 200 degrés C, la capacité calorifique du VGO est de l'ordre de 0,55 kcal par kilo et par degré C. Pour monter 150 tonnes par heure de 70 à 200 degrés C, il nous en coûtera donc 150 000 multiplié par 0,55 multiplié par la différence de température entre 70 et 200 degrés C, soit 130 degrés C, donc au final une valeur de 10,7 gigacalories par heure. Et on verra un peu plus tard d'où proviennent ces calories. Une fois le VGO monté en température, on monte sa pression à l'aide d'une pompe à la valeur nécessaire pour que les réactions chimiques dans le réacteur aient lieu. Et là, on a besoin d'augmenter sa pression jusqu'à environ 170 bars. À cette pression, on ajoute l'hydrogène qui est en général produit dans une unité dédiée aux besoins de l'unité d'hydrocraquage. Ainsi, la pureté de l'hydrogène qui entre dans l'unité et que l'on appelle l'hydrogène d'appoint est de l'ordre de 99,5 à 99,9% volume de pureté. Cet hydrogène arrive à une température de l'ordre de 100 degrés C puisqu'il a été comprimé en amont pour atteindre lui aussi une pression de 170 bars. Mais au fait, combien faut-il injecter d'hydrogène? Nous le verrons ensemble dans la partie suivante dédiée au procédé d'hydrocracking. En attendant la quatrième partie, n'hésitez pas à répondre aux 5 questions du quiz. À très bientôt. Au revoir.